Dites, est-ce que vous connaissez Tatsuki Fujimoto? Fujimoto, c'est l'un des auteurs de manga les plus importants de ces dernières années. Et tout ce qu'il fait est tellement bien qu'à peu près tout le monde se met d'accord sur un fait, ce type est un génie. Mais on reviendra sur ça plus tard. Pour l'instant, penchons-nous sur qui il est. Je vais pas m'étendre très longtemps sur sa biographie parce que c'est pas forcément très intéressant, mais il faut quand même que je l'aborde vite fait histoire que vous ayez au moins en tête qui est le personnage. Donc Fujimoto naît en octobre 93 au Japon et commence très tôt le dessin. À 17 ans, il devient mangaka et publie de nombreux one-shots qui pour la plupart recevront des prix. Puis il continue sa route et peu à peu se fait un nom dans le business. Aujourd'hui, il a 29 ans, son nom est ancré chez tout le monde comme celui d'un grand du milieu, et il a même été le maître mangaka de différents auteurs très connus. À part ça, c'est un grand fan de cinéma et d'animé, et c'est à peu près tout. Ah oui, et il est incapable de voler aussi. Bref, il a déjà un beau parcours, d'autant plus qu'il risque de rester au top encore un bon bout de temps. Comme je l'ai dit plus tôt, Fujimoto publie son premier manga à 17 ans, de Poule au fond du jardin, et déjà à ce moment-là, on peut voir à peu près ce que vont donner ses œuvres dans le futur. Ce one-shot en lui-même est pas mal bancal en fait. Les dessins sont très moyens, le scénario est sympa mais sans plus, et les actions s'enchaînent trop vite au dépend d'une partie de la cohérence. Mais pour autant, malgré que ce soit pas une révolution ou quoi que ce soit du style, ce manga est très important. Simplement parce que ce one-shot, c'est Fujimoto. C'est les histoires loufoques qu'il sait faire et qu'il refera dans le futur. C'est son trait de dessin très particulier et tremblotant. C'est les monstruosités se battant avec les humains dans un environnement urbain dont il a le secret. Et vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte d'à quel point c'est impressionnant, d'à quel point c'est difficile dans une première œuvre d'y mettre toutes ces personnalités de cette manière. Pour prendre un exemple à mon échelle, ça m'a mis des années avant que mes vidéos acquièrent un semblant d'identité propre, et d'ailleurs encore aujourd'hui elle continue d'être assez normalisée sur certains aspects. Et c'est pas que j'estime jouer dans la même cour que Fujimoto ou quoi, mais c'est juste pour expliquer qu'un ado de 17 ans, sans aucune expérience, qui ne connaît pas grand chose à comment faire des mangas, et qui arrive à prendre ça s'appelle pas de la chance, hein. Ça s'appelle être un giga amas de talent pur. Et ça va continuer comme ça pour ses œuvres suivantes, chacune portant la personnalité de Fujimoto. Mais en plus de ça, à chaque fois, son nouveau manga sera un peu mieux que le précédent. Les dessins seront un peu plus beaux, les histoires un peu mieux rythmées, les émotions passeront un peu plus, et le côté loufoque et fantastique sera un peu mieux amené. Puis rebelote pour son manga d'après, et pour le suivant, et pour le suivant. Et ce, jusqu'en 2015. Cette année, malgré qu'elle paraisse assez vide à l'échelle de sa carrière, sera en réalité extrêmement importante dans sa façon de faire des mangas. Et vu que je suis un petit peu un beau gosse de la mise en abîme, je vais reprendre les mots de Fujimoto lui-même pour vous illustrer ça. Dans une interview qu'il avait donnée à Kazé en 2018, l'auteur avait expliqué que ce qu'il aimait le plus quand il écrivait une histoire, c'était pas les passages chocs qui sur le coup te faisaient ressentir un sentiment fort, mais c'était les moments qui, même s'ils ne te faisaient rien dans l'instant T, te marquaient sur le long terme. Et je pense que ces paroles, même s'il les avait prononcées pour parler de procédés narratifs, marchent totalement dans ce contexte. En 2015, Fujimoto sort un one-shot du nom de La prophétie de Nayuta. Sur le coup, celui-ci n'a rien de spécial, c'est juste un manga qu'il avait écrit pour prouver qu'il était capable de faire des personnages à la personnalité marquée. Mais dans l'ombre, le style de l'auteur venait d'atteindre maturité. Quand aujourd'hui on lit La prophétie de Nayuta, on peut pas s'empêcher de voir en lui ce que deviendra Chainsaw Man. Cet univers urbain tout en hauteur, ce petit démon qui tue des animaux en faisant apparaître des épées, ce style de dessin et de dialogue ayant enfin abouti, ces scènes fantastiques banalisées comme si elles faisaient partie du quotidien, sans oublier le fait que Nayuta inspirera directement le personnage du même nom dans la partie 2 de Chainsaw Man. Après ça, Fujimoto enchaînera directement en 2016 avec sa première sérialisation sur Fire Punch. Mais pour le coup, je vais pas m'attarder dessus parce que je l'ai pas encore lu et franchement, j'ai pas envie de faire ça là en 10 minutes à toute prise. On est le 3 décembre 2018 et pour la première fois dans les pages du Weekly Shonen Jump, un adolescent de 16 ans avec un unique testicule va tirer la corde qui se trouve sur son torse et devenir l'homme tronçonneuse. Pour la première fois, le monde va découvrir cet univers où la violence est omniprésente, mais un univers paradoxalement plutôt magnifique. Et si ces différents one-shots ainsi que Fire Punch avaient donné une certaine crédibilité à Fujimoto dans le milieu, Chainsaw Man sera le début de son hégémonie. En à peine quelques chapitres, le public est conquis par cette œuvre déjantée parodiant les codes du shonen. Et ce phénomène ne fera qu'amplifier au point qu'à l'approche de la première diffusion de son animé, les yeux du monde entier ne sont rivés que sur lui. Dans une plus pure tradition de l'auteur, on retrouve dans ce manga tout ce qui composait déjà ses œuvres précédentes. Une violence abondante, des personnages aussi fous qu'attachants, un sujet de la sexualité abordé de façon totalement décomplexée par rapport au reste des mangas blockbusters, un aspect surnaturel mélangé à la vie quotidienne, etc. Pour Fujimoto, au-delà de son plus grand succès, il s'agit surtout d'une œuvre qui lui tient beaucoup à cœur, car elle représente ce qu'il aime. En effet, il vend lui-même Chainsaw Man comme un concentré d'énormément de ses inspirations. Power est tiré du personnage de Cartman, les uniformes de la sécurité publique sont inspirés de Reservoir Dogs, le combat final de la partie 1 fait référence à Kizu Monogatari, et il parle du manga en lui-même comme un imitateur de Jujutsu Kaisen et Dorohedoro. On parle souvent de ce manga comme cassant les codes du shonen, et c'est vrai. C'est vrai qu'il ne respecte pas ce qui se fait normalement dans l'industrie, c'est vrai que c'est assez étonnant de le voir publié dans le Shonen Jump, mais malgré tout, ce n'est
n'est pas pour autant que c'est comme ça qu'a été pensé le manga. Fujimoto n'a pas particulièrement cherché à casser les codes, il s'est contenté d'écrire une histoire comme il le voulait. Si c'est un Neketsu un peu barge, c'est juste parce qu'il aime bien ce genre de récit et qu'il voulait en faire un à sa sauce. Si les ambitions de Denji sont assez médiocres, c'est parce qu'il considère que ses ambitions sont plus réelles que celles des héros de d'habitude. Et si globalement l'auteur nage à contre-courant de la masse, c'est pas parce qu'il essaye particulièrement de le faire, mais c'est surtout parce que c'est le seul moyen d'écrire une histoire comme il le voudrait. Dans le but d'écrire cette vidéo, j'ai dû refeuilleter le manga. Je l'avais déjà lu il y a un peu plus d'1 an et me souvenais à peu près de quoi ça parlait. C'était pas une surprise, je découvrais rien. Mais quand je l'ai relu, quand j'ai posé mes yeux sur ces dessins, je vous jure que j'ai eu les larmes qui commençaient à monter. Puis, pendant les minutes qui ont suivi, j'ai tourné les pages du manga. Encore, et encore, et encore. Et à chaque fois que je repassais devant certaines pages, je sentais de nouveau cette sensation. Une sorte de mélancolie, une nostalgie que je partageais avec les personnages. Comme si, moi aussi, je revivais tout ce qu'elles avaient vécu. En seulement une 150aine de pages, le manga nous a investi émotionnellement dans ces personnages, nous a appris à les aimer. Si Chainsaw Man se reposait beaucoup sur les références culturelles de Fujimoto, Look Back s'inspire directement de ses débuts en tant que mangaka. Et c'est de nouveau par ce découpage contemplatif et ses touches de surnaturel qu'il vient nous plonger dans une histoire passionnante. Look Back est une œuvre qui explore beaucoup de sujets. C'est le passage du temps, c'est le fait de vieillir, c'est la pression sociale, l'amitié, c'est le travail, c'est la perte d'un être cher. Look Back, c'est une œuvre complexe qui se résume en une et plusieurs images à la fois et qui nous apprend que pour pouvoir avancer, il faut parfois savoir regarder en arrière. Et il y a qu'une seule raison pour laquelle je considère pas que Look Back soit la meilleure œuvre de Fujimoto, parce que Sayonara Eri existe. Imaginez un manga filmé au téléphone. Vous vous dites sûrement que ça n'a aucun sens. Déjà, un manga ne peut pas être quelque chose de filmé, et même si on le faisait, ça serait sûrement une très mauvaise idée, car ça limiterait énormément le nombre de plans possibles et la liberté de réalisation qu'offre le médium. Mais personnellement, je suis pas de cet avis, et Fujimoto non plus d'ailleurs. En fait, je pense carrément que c'est cette liberté totale de réalisation qui rend beaucoup d'animés et de mangas fades, car étant donné qu'ils peuvent faire les plans qu'ils veulent, sans contraintes techniques de matériel ou de lumière, beaucoup se contentent d'une mise en scène descriptive, et donc peu inspirée. C'est au passage pour ça que la réalisation de Shaft est si incroyable, car chacun des animés qui sortent de ce studio privilégie une mise en scène soignée à des mouvements de caméra hyper nerveux. Alors quand Fujimoto pense Sayonara Eri comme un manga où toutes les cases sont des plans filmés au téléphone, il s'impose une contrainte technique qu'il n'aurait pas dû avoir normalement. Et c'est de cette manière que sa mise en scène atteint un nouveau stade. Déjà parce qu'en limitant ses possibilités, il rend paradoxalement sa réalisation bien plus originale que la moyenne. Fini les plans très serrés pour donner un effet de style. Fini les plans d'ensemble qui prennent aussi bien le décor que les personnages. Ici, il n'y a que des plans que ferait un adolescent de 15 ans à qui on aurait mis une caméra entre les mains. Mais en plus, avoir un point de vue interne au travers du téléphone plutôt qu'un point de vue omniscient crée un sentiment de simplicité quotidienne. On n'est pas dans le grandiose ni même dans l'efficace, on est dans le pratique. Pour preuve, j'en veux le fait que le manga ne s'autorise que des cases très simples sous forme de rectangles basiques, et on pourrait aussi parler des plans fixes sur plusieurs cases d'affilée, donnant une réalisation très simpliste. On voit la mise en avant d'une banalité du quotidien, où chaque plan n'est pas pensé pour décrire parfaitement les actions, mais simplement pour filmer à peu près ce qu'il se passe. Ce qui fait qu'en plus des plans fixes, on a beaucoup de tremblements de caméra, de moments où l'action en elle-même n'est même pas capturée, mais on voit simplement le plafond, de cases où le cadrage est juste mauvais, et de plans de trucs nuls que pourrait faire un ado de 15 ans à qui tu demanderais de filmer ce qu'il veut. Mais vous vous posez peut-être la question de pourquoi cette représentation si précise du quotidien et l'utilisation d'un point de vue téléphone pour le faire est quelque chose de bien. Et je vais vous expliquer. Ce qui est le plus dur selon mon expérience personnelle quand tu écris une histoire, c'est de faire quelque chose de naturel. On fera tous toujours un effort pour essayer de se convaincre que ce qu'on lit ou qu'on regarde paraît naturel, mais il restera quoi qu'il arrive une petite voix au fond de soi pour ressasser que personne ne réagit comme ça, ou que personne n'a une personnalité aussi unilatérale. Et c'est d'ailleurs souvent là que se trouve la différence entre une bonne histoire et une histoire qui est incroyable. Car un personnage qui agit de façon naturelle, c'est un personnage qui paraît réel. Et un personnage qui paraît réel, c'est un personnage auquel on s'attache. Maintenant, même si la personnalité de tes personnages paraît plus vraie que nature, il reste une barrière qu'on ne peut pas briser totalement, l'écran. Quand tu regardes une œuvre, tu le fais au travers des yeux du réalisateur de cette œuvre. Et quoi que tu fasses, tu ne pourras pas te détacher de sa vision pour regarder où tu veux. Dans un jeu vidéo, tu peux, c'est à celui qui joue d'être son propre réalisateur. Mais dans un manga, c'est impossible. Dans un manga, on ne peut pas permettre au lecteur de voir l'histoire par un autre prisme que les yeux de l'auteur, c'est un fait. Et c'est là que l'idée de Fujimoto de dessiner son manga comme s'il était filmé par un de ses personnages est géniale. Car regarder une vidéo que tu as pris avec ton téléphone, c'est pas avoir la vision d'un autre, mais c'est plus comme voir à travers une fenêtre. Un réalisateur va te montrer de façon libre tout ce qu'il veut te montrer, mais un gars avec son portable qui filme un truc instantané, il peut pas refaire les prises pour avoir un meilleur plan de caméra ou faire en sorte de toujours avoir un setup son parfait. Excusez-moi monsieur, êtes-vous un extraterrestre? Ça vous dérange si je vous filme histoire de montrer aux autres à quoi ça ressemble les extraterrestres? Juste prenez la pause vite fait. Merci. Ouah, les autres ils vont être trop jaloux quand ils vont voir que j'ai filmé un extraterrestre. Et donner ce sentiment d'instantanéité, ça casse toutes les barrières et ça rend ça totalement naturel. Sachez que, sans spoiler, en plus d'être une représentation du quotidien de deux ados, Sayonara Eri c'est aussi une œuvre fantastique, un manga avec des personnages loufoques mais géniaux, et plus encore. Bref, vous l'aurez peut-être compris si vous avez suivi tout ce que j'ai dit au long de la vidéo, Sayonara Eri marque l'aboutissement du travail de Fujimoto. C'est les histoires loufoques qu'il sait faire et qu'il refera dans le futur, qu'il était capable de faire des personnages à la personnalité marquée. Cet univers urbain tout en hauteur, ces scènes fantastiques banalisées comme si elles faisaient partie du quotidien,
un aspect surnaturel mélangé à la vie quotidienne, il s'agit surtout d'une œuvre qui lui tient beaucoup à cœur. Il s'est contenté d'écrire une histoire comme il le faut. C'est de nouveau par ce découpage contemplatif et ses touches de surnaturel qu'il vient nous plonger dans une histoire passionnante. Sayonara Eri, c'est tout ça. C'est à la fois Deux poules au fond du jardin, La prophétie de Nayuta, Fire Punch, Chainsaw Man, Look Back et toutes les autres histoires qu'il a écrites. Je sais pas si c'est comme ça que Fujimoto a pensé son manga. Je sais pas s'il s'est autant investi émotionnellement dedans que moi je le suis. Je sais pas s'il a conscience de tout ce que je viens de dire ou s'il l'a juste écrit sans trop y penser, mais le fait est excellent. Sayonara Eri, c'est mon manga préféré. Pas parce que j'essaye de faire le hipster qui préfère un vieux one-shot de Fujimoto au mastodonte qui est Chainsaw Man, mais parce que j'ai été touché par ce qu'il racontait et par comment il le racontait. En lisant ce manga, on voit qu'il est imprégné de tout ce que pense Fujimoto. Quand Eri Yuta parle de faire un film et d'y ajouter une touche de fantasy, c'est juste Fujimoto qui parle à lui-même de comment il aime faire des mangas. Si le sujet abordé est le fait de faire des films, c'est simplement car c'est la passion de Fujimoto. Sayonara Eri, c'est Fujimoto. Je ne peux vous dire qu'une chose, lisez Sayonara Eri. J'ai un peu peur de vous l'avoir overhypé en vous le décrivant de cette manière. Il y a de grandes chances que vous ne l'aimiez pas autant que moi je l'aime, mais il fallait que je vous parle de ce manga. Et vu qu'à la base je voulais faire cette vidéo surtout pour vous parler de Sayonara Eri, je pense qu'il va être temps de conclure. Mais avant ça, faut qu'on finisse de répondre au titre de la vidéo sur le pourquoi du comment Fujimoto est un génie. Qu'on soit clair, je déteste quand on me parle de génie pour qualifier une personne du monde de la japanimation ou du manga. Génie, c'est pas un terme qui veut juste dire que quelqu'un est très fort dans sa matière, qu'il a totalement maîtrisé son domaine. Le produit d'un génie n'est pas juste excellent. Certes, il doit l'être, mais c'est surtout quelque chose d'unique, d'impossible à reproduire et d'inexplicable. Le génie fait, puis se rend compte de ce qu'il a fait. Reconnaître un génie n'est donc pas un travail d'interprétation, c'est un travail de ressenti. Mais pas un ressenti du genre t'as des frissons de hype, parce que le premier qui vient me dire que Kimetsu c'est du génie, je viens lui péter les dents, mais plus un ressenti en mode que tu aimes ou pas, t'es obligé de reconnaître que c'est une dinguerie, même si tu comprends pas forcément pourquoi c'en est une. Et je vais peut-être en froisser certains, mais y a aucun manga qui peut faire ça en fait. Et c'est normal, hein, le génie ça se distribue pas à volonté comme ça, hein. Bon, aucun. Vous voyez où je veux en venir quoi. Y a peut-être un petit gars dont la photo de profil est un cœur qu'en est capable, mais voilà. Et je sais que j'ai dit il y a genre 5 secondes qu'on pouvait pas expliquer le génie, mais vu que je suis un gigatebax, essayons de l'expliquer quand même. Pourquoi Fujimoto est un génie? Ce qui différencie les mangas de Fujimoto de ceux des autres gens, c'est leur utilisation très poussée du médium. Il y a à peu près aucun autre mangaka qui fait autant des mangas tels quels plutôt que juste des histoires sous forme de manga. Genre pour prendre un exemple, Oshinoko c'est très bien, mais que ce soit en manga ou en animé, ça reste exactement la même chose. Maintenant, imaginez Sayonara Eri en animé, d'un coup ça a plus trop de sens en fait, parce que le manga a été pensé comme un manga, et s'il marche si bien, c'est justement parce qu'il est sous cette forme. Je reprends l'exemple des mêmes cases qui se répètent sur plusieurs pages d'affilée. Dans un manga, ça pose pas de soucis de rythme car tu les vois d'un seul coup d'œil et tu peux les passer dès que tu t'ennuies. Maintenant, voilà ce que ça donne de faire exactement la même chose sous forme de film. Regardez, ça fait même pas 5 secondes qu'on se fait déjà chier. Ce qui fait le génie de Fujimoto, c'est pas qu'il est super fort à écrire des histoires comme pourrait l'être Akasaka, mais c'est que c'est un giga beau gosse pour écrire des mangas et uniquement des mangas. Et ça passe surtout par son découpage contemplatif et sans fioriture. Je suis pas en train d'essayer de partir en branlette intellectuelle ou je ne sais quoi, mais tout ça pour dire que la prochaine fois que vous voyez un type en pyjama 500 fois trop surexposé qui essaye de l'éviter, avant de vous moquer, faites gaffe, car ce mec est peut-être un génie qui un jour révolutionnera un médium à lui seul. Et donc retenez bien ça, Fujimoto est l'unique génie du manga.